7 minutes et Dar es Salaam perd d'un coup son souffle numérique. Une coupure si brève paraît niable, mais elle a propagé pendant des heures une onde de méfiance. Trafic qui s'effondre, vidéos d'incendies de bureaux de vote qui disparaissent, taxis sans notification, campus figé, rédaction qui bascule hors ligne, et une ville réputée stable qui découvre que sa parole dépend d'un geste centralisé invoquant l'ordre et la sécurité. Jusqu'où cela vous concerne demande Ibrahim Traoré, quand un simple interrupteur peut rétrécir le visible. Le vrai choc commence quand le silence devient une méthode. Ce récit promet une grille de lecture claire pour comprendre comment naît un blackout politique et pourquoi il ne s'agit jamais d'un simple incident technique. En moins de 21 minutes, vous saurez identifier les signaux faibles, les leviers décisionnels et les coûts cachés d'une coupure présentée comme provisoire. L'enjeu dépasse Dar es Salaam. Il touche la confiance, la stabilité et la capacité d'une société à accepter que la visibilité publique soit suspendue au nom de l'ordre. Derrière chaque câble désactivé se joue un arbitrage froid entre contrôle et légitimité, avec des effets durables sur l'économie, la jeunesse et la perception internationale. 7 minutes exactement. C'est la durée mesurée du blackout total au cœur de la nuit électorale, et c'est déjà trop pour qu'un pays connecté reste indemne. Les relevés initiaux indiquent une chute quasi simultanée du trafic sur l'ensemble des principaux fournisseurs, un signal qui exclut l'accident isolé et pointe vers une action coordonnée. Cette brièveté paradoxale, assez courte pour être minimisée, assez longue pour être ressentie par tous, ouvre la question centrale. Comment une interruption si limitée peut-elle produire des effets politiques durables? Pour comprendre, il faut replacer l'événement dans son décor immédiat. Dar es Salaam, capitale économique dense et nerveuse, vivait un soir d'élection déjà tendu. Des bureaux de vote incendiés dans certains quartiers, des vidéos circulant puis disparaissant, des rumeurs compressées qui ressurgissaient par d'autres canaux. Le flux d'images était instable mais encore vivant. Les rédactions travaillaient sous contrainte, calibrant chaque phrase. Les étudiants terminaient leurs travaux, persuadés que la lumière bleue de leurs écrans les reliait au monde. Puis, en quelques secondes, tout s'est figé. Ce gel soudain révèle une mécanique précise. Un ordre discret, transmis à des opérateurs, suffit à réduire le champ visible au moment le plus sensible d'un scrutin. Le blackout ne crée pas la tension. Il intervient lorsque celle-ci existe déjà pour tenter de la contenir. Dans ce sens, la coupure agit comme un révélateur plutôt que comme une cause. Elle montre la fragilité d'un récit de stabilité construit sur la continuité et la facilité avec laquelle cette continuité peut être suspendue. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette séquence avec un regard familier. Il reconnaît un schéma déjà vu ailleurs. Un pouvoir inquiet face à des images incontrôlées, une jeunesse connectée qui refuse de disparaître du champ public et une tentative de reprendre la maîtrise du récit par la réduction de visibilité. Pour lui, la Tanzanie n'est pas une exception régionale, mais un miroir. Ce qui se joue dans ces 7 minutes dépasse la technique. C'est une négociation brutale entre souveraineté, silence et confiance dont les conséquences se déploieront bien au-delà de la nuit du blackout. Au centre de la nuit figée apparaissent des trajectoires ordinaires qui rendent tout tangible ce qu'aucun communiqué ne peut expliquer. Aïcha, 22 ans, étudiante à l'université de Dar es Salaam, voit son écran se bloquer au moment d'envoyer un message banal. Elle ne pense ni stratégie d'État, ni sécurité nationale. Elle cherche seulement à prévenir des amis. Le vide qui s'affiche, pas de rafraîchissement, pas de signal, devient pour elle un premier indice, quelque chose à basculer dans l'ordre habituel. Cette seconde d'attente se transforme en minute, puis en certitude diffuse que la connexion peut disparaître sans avertissement. Autour d'elle, une autre micro-scène se met en place. Des chauffeurs de taxi stationnés près des carrefours
réalisent presque simultanément qu'aucune course n'arrive. Les notifications se sont tues. Le réflexe n'est pas politique, mais pratique. Klaxonner, interpeller les passants, échanger des fragments d'informations contradictoires. Le silence numérique produit un bruit nouveau fait de gestes et de voix qui recompose l'espace public. Dans les rédactions, l'impact est immédiat. Les journalistes sauvegardent hors ligne, déplacent des cartes mémoire à moto, testent des sites miroirs. Les contraintes éditoriales, déjà fortes, deviennent physiques. Il faut circuler, transmettre de main en main, vérifier sans réseau. Cette improvisation révèle une compétence latente, mais aussi un coût invisible en temps et en sécurité. Ces scènes précoces montrent un effet inattendu. Une coupure conçue pour réduire la visibilité crée, dès ses premières minutes, une densité accrue d'échanges parallèles. Le contrôle cherche à resserrer le récit. Il multiplie les chemins de contournement. Le so what s'impose alors clairement. Tenter d'imposer le silence accélère souvent l'invention sociale et expose plus vite la fragilité du lien entre stabilité affichée et confiance vécue. Tout commence par un geste presque invisible. Dans un centre de données, un interrupteur est abaissé, une instruction transmise sans annotation, une ligne de code exécutée au nom de la stabilisation. Ce déclencheur minuscule suffit à plonger Dar es Salaam dans une obscurité numérique totale, alors que la journée électorale touche à sa fin. Les premières secondes ne produisent ni panique ni colère, seulement un flottement. Les étudiants pensent à une panne locale. Les chauffeurs de taxi imaginent un ralentissement. Les rédactions soupçonnent une surcharge passagère. Rien, à ce stade, ne ressemble encore à une décision politique. La montée est rapide et dément ces hypothèses. Les messages cessent d'arriver. Les plateformes sociales se figent. Des vidéos montrant des bureaux de vote incendiés, déjà rares, disparaissent brutalement. Dans des quartiers comme Kinondoni, des témoins décrivent des rues soudain silencieuses où seuls les klaxons tentent de recréer un fil d'information. Les rédactions comprennent presque simultanément que la panne est générale. Des chefs de service ordonnent la sauvegarde hors ligne des articles. Des reporters se déplacent à moto pour échanger des cartes SD. Ce ballet improvisé, dans un pays habitué à se penser stable, ressemble à un exercice de survie informationnelle. La crête survient lorsque l'événement franchit les frontières. Malgré les filtres, des fragments de vidéos et des captures d'écran circulent à l'étranger. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces images qui échappent au pare-feu. Il identifie un schéma familier, un pouvoir inquiet face à des contenus incontrôlés, une tentative de reprendre la main en rétrécissant le champ visible et une jeunesse déterminée à ne pas disparaître du récit. À ce moment précis, la coupure cesse d'être un fait local pour devenir un signal régional, observé, commenté et comparé. Viennent alors les répliques, plus durables que la panne elle-même. Dans les campus, des étudiants improvisent des réseaux hors ligne et testent des applications maillées. Dans les rues, des vendeurs ambulants servent de relais d'information en cognant sur des casseroles. Les journalistes crament des sites miroirs hébergés hors du pays, pendant que certaines vidéos réapparaissent sous forme compressée circulant par clé USB ou VPN. Chaque tentative de verrouillage produit une nouvelle brèche. Chaque restriction dévoile une ressource inattendue. L'État poursuit néanmoins sa séquence de contrôle. Des soldats apparaissent devant certaines rédactions. Un rédacteur en chef ne rentre pas chez lui. Des communiqués prudents évoquent la maintenance et la sécurité. Même les tribunaux semblent ralentir, dossiers introuvables, guichets fermés. La ligne complète se dessine alors clairement.
un déclencheur discret, une montée incontrôlée, une crête révélatrice, puis des répliques qui exposent davantage qu'elles ne contiennent. La question qui commence à circuler n'est plus pourquoi la panne, mais que révèle-t-elle vraiment? Avant la coupure, le trafic circulait normalement. Pendant 7 minutes, il s'est effondré presque entièrement, puis il est revenu sans explication détaillée. Cette bascule nette du plein au quasi zéro constitue la première preuve structurante. Une interruption totale de 7 minutes peut sembler négligeable, mais elle suffit à exposer une dépendance extrême. Communication, paiement, information et coordination reposent sur un même souffle numérique. Une coupure de cette durée est assez courte pour être contestée, assez longue pour être vécue collectivement comme un retrait brutal de la parole publique. Le deuxième indicateur renforce cette lecture. Les observatoires techniques indépendants relèvent une chute d'environ 90% du trafic Internet quasi simultané chez les principaux fournisseurs. Une baisse de cette magnitude exclut l'incident isolé, le câble endommagé ou le serveur défaillant. Une chute de 90% signale une action centralisée, coordonnée, appliquée au niveau des points de contrôle du réseau. Cette donnée transforme la panne en décision. Elle déplace l'analyse du champ technique vers celui du pouvoir. La simultanéité est ici la clé, car elle révèle une capacité d'intervention transversale. Un troisième faisceau de chiffres apparaît du côté économique. Dans les heures qui suivent le blackout, des indicateurs montrent un glissement mesuré du shilling tanzanien et un ralentissement des réservations touristiques. Le glissement de la devise traduit une réaction classique à l'incertitude. Investisseurs prudents, entreprises qui réévaluent leurs risques, acteurs du tourisme qui anticipent une image dégradée. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais il est cohérent. Chaque minute de coupure se convertit en coût latent. Transactions retardées, commandes annulées, confiance entamée. Pris isolément, ces chiffres pourraient être minimisés. Ensemble, ils forment une signature. 7 minutes indiquent la vulnérabilité temporelle. Moins 90% de trafic révèle la centralisation du geste. Le glissement monétaire expose le coût externe. Ce triangle analytique permet de dépasser le discours de la maintenance pour lire une mécanique de contrôle de la visibilité. Les données ne racontent pas toute l'histoire, mais elles tracent des lignes nettes là où le récit officiel entretient le flou. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces indicateurs comme on lit un langage parallèle. Dans les courbes de trafic, il voit l'écart entre stabilité proclamée et fragilité réelle. Dans les variations de devises, il observe la manière dont la perception internationale réagit au silence imposé. Pour lui, ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils mesurent la distance entre souveraineté revendiquée et confiance vécue. Ils montrent qu'un État peut réduire la visibilité, mais qu'il laisse derrière lui des traces difficiles à effacer. Les chiffres prennent enfin sens lorsqu'on les relie au comportement. Les chauffeurs modifient leurs itinéraires, les commerçants ajustent leurs horaires, les rédactions renforcent leurs circuits hors ligne. Les gens parlent plus bas, vérifient leur téléphone, surveillent la présence de soldats près des bâtiments administratifs. Ces signaux non quantifiables convergent avec les données formelles. Ils confirment qu'une coupure, même brève, reconfigure les routines et installe une tension durable. Ainsi, la lecture quantitative ne sert pas à dramatiser, mais à clarifier. Elle montre que le blackout n'est ni un accident ni une parenthèse neutre. C'est un acte mesurable, avec des effets mesurables, qui redéfinit la relation entre pouvoir, infrastructure et société. Pour analyser la coupure sans caricature, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments avancés par les autorités. Le premier repose sur l'ordre public. Lors d'un scrutin tendu, la diffusion incontrôlée d'images de bureaux de vote incendiés, d'affrontements
ou de slogans radicaux peut, selon cette lecture, amplifier les rumeurs et déclencher des réactions en chaîne difficiles à contenir. Dans un pays qui s'est construit sur un récit de stabilité continue, limiter temporairement le flux d'informations apparaît comme un moyen d'éviter une panique collective et de protéger des vies. La coupure est alors présentée comme exceptionnelle, proportionnée et orientée vers la prévention. Le second argument invoque la souveraineté. Les responsables évoquent des risques d'ingérence extérieure, de campagnes numériques coordonnées ou de manipulation exploitant les fragilités du moment électoral. Dans ce cadre, contrôler l'infrastructure devient un acte défensif. La logique est simple. Si le réseau est un champ de bataille potentiel, l'État doit pouvoir en fermer l'accès pour empêcher une escalade. Cette position s'appuie sur une peur réelle, nourrie par des précédents régionaux, et par la conviction que la stabilité n'est jamais acquise. Ces arguments méritent d'être entendus, car ils traduisent une anxiété institutionnelle légitime. Pourtant, confrontés aux faits observés, leurs limites apparaissent rapidement. La coupure n'a pas seulement ralenti des rumeurs, elle a aussi rendu plus visibles certaines pratiques. Des journalistes ont vu leurs cartes confisquées. Un rédacteur en chef a disparu sur le trajet du retour, sans explication publique. Des vidéos ont été supprimées puis réapparues sous forme compressée, circulant par des canaux parallèles. Ces éléments suggèrent que l'objectif ne se limitait pas à calmer les esprits, mais à réduire la visibilité de contenus précis. En outre, l'effet réel de la coupure contredit en partie son intention. Loin de pacifier durablement, elle a stimulé l'ingéniosité citoyenne. Réseau hors ligne, circulation par clé, USB, relais humain. Le contrôle a produit une créativité informationnelle qui a élargi plutôt que réduit le champ des récits. Ce décalage affaiblit l'argument de proportionnalité car le coût social et symbolique dépasse le bénéfice attendu. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit cette tension comme un dilemme classique, protéger l'ordre sans détruire la confiance. Les faits montrent que lorsque la visibilité était retirée brutalement, la légitimité s'érode plus vite que la rumeur. La coupure peut gagner du temps, mais elle perd du crédit. Le Stillman tient sur le papier. La réalité de terrain en révèle les failles en exposant une vérité simple. La stabilité imposée par le silence reste fragile tant qu'elle n'est pas adossée à un consentement vécu. Au milieu de la crise, un basculement discret s'opère loin des palais et des communiqués. Dans une cour d'université, des tracts apparaissent avec un seul mot, U-A-Z, transparence. D'abord murmuré, le terme circule de téléphone en téléphone, puis de clé USB en clé USB, franchissant les coupures, les effacements et les contrôles. Il ne s'agit pas encore d'un mouvement structuré, mais d'un langage partagé qui s'invente dans les interstices laissés par le blackout. La coupure, conçue pour imposer le calme, a créé un terrain commun où la parole se recompose autrement. Une chanson, Sauti Ya Uhuru, traverse la ville comme une étincelle obstinée. Des fresques représentant Aïcha surgissent à Zanzibar, Lusaka ou Johannesburg avant d'être effacées au matin, mais déjà photographiées, archivées, repartagées. L'effacement devient lui-même une preuve. Chaque suppression ajoute une couche de mémoire, chaque tentative d'invisibilisation produit une trace supplémentaire. Le contrôle, en se rendant visible, perd une partie de son efficacité. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces signaux et y reconnaît un glissement familier. Ce qui se joue n'est plus seulement un débat sur la stabilité tanzanienne, mais l'émergence d'un vocabulaire commun entre jeunesses africaines, un refus partagé de laisser le silence définir la paix. La révélation centrale est là. L'obscurité numérique, loin d'éteindre les voix, peut parfois leur offrir un relief inattendu. Les effets
de la nuit noire tanzanienne ne se limite ni aux écrans figés ni aux courbes techniques. Il se déploie en cercles successifs qui touchent différemment les citoyens, l'économie, la jeunesse et l'environnement régional, tout en restant étroitement liés. Pour les habitants de Dar es Salaam, le retour apparent à la normale n'efface pas la prise de conscience née pendant ces 7 minutes. Les marchés rouvrent, les bus circulent, les paiements reprennent, mais chaque ralentissement du réseau rappelle que la parole peut être suspendue sans avertissement. La confiance quotidienne se fissure à un niveau intime, celui des échanges ordinaires avec la famille, la diaspora, les services essentiels. Sur le plan économique, l'impact agit comme un signal d'alerte. Le glissement du shilling, bien que limité, confirme une réaction classique à l'incertitude. Les investisseurs demandent quand même des garanties supplémentaires, les opérateurs touristiques constatent un ralentissement des réservations et les petites entreprises réorganisent leurs flux pour anticiper d'éventuelles coupures futures. Dans un système déjà sensible aux perceptions extérieures, chaque minute de blackout se traduit en coûts latents. Transactions retardées, mises à jour impossibles, images écornées. Le numérique, présenté comme un moteur de croissance, apparaît soudain comme un point de vulnérabilité stratégique. Pour la jeunesse, la coupure devient un moment fondateur. Les étudiants et artistes transforment l'expérience du silence imposé en langage commun. Slogans traduits, chansons copiées hors ligne, symboles UAZ portés discrètement. Ces pratiques circulent de bien au-delà de la Tanzanie. Aïcha, figure ordinaire devenue emblématique, inspire des jeunes de Nairobi, Kigali ou Lagos qui reconnaissent dans son expérience leur propre fragilité numérique. Ce groupe, longtemps perçu comme spectateur, se mue en acteur vigilant, conscient que la visibilité n'est jamais acquise. À l'échelle régionale, l'épisode agit comme un miroir. Des hashtags franchissent les frontières, des capitales observent et comparent. Les institutions publient des communiqués prudents, mais les dirigeants comprennent le message implicite. Un ordre fondé sur le silence est instable. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ses répercussions comme la preuve que la dignité exprimée par les jeunesses africaines n'est pas un phénomène isolé, mais une recomposition plus large du paysage politique. Le continent absorbe la leçon. Un blackout peut restaurer un calme temporaire, mais il ne produit jamais un consentement durable. Ces 4 trajectoires convergent vers une conclusion inattendue. Ce qui devait être une interruption maîtrisée devient un révélateur collectif. La coupure n'a pas seulement éteint des écrans, elle a éclairé la fragilité d'un modèle où la stabilité repose sur la possibilité de suspendre la parole. Et cette prise de conscience, partagée bien au-delà de Dar es Salaam, continue de se propager longtemps après le retour du signal. Sur les 6 à 12 prochains mois, la trajectoire ouverte par la nuit du blackout peut suivre 3 chemins plausibles. Aucun n'est assuré, tous s'appuient sur des dynamiques déjà visibles. Le rapport entre institutions et jeunesse, le coût économique de l'incertitude et la manière dont l'État choisira de gérer la visibilité publique. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils balisent un champ de possibles. Commençons par le scénario de base qui peut se résumer ainsi. Prudence durable. Dans cette configuration, les autorités évitent les coupures totales, mais maintiennent une surveillance serrée. Les interventions deviennent plus ciblées, moins spectaculaires et donc plus difficiles à documenter. Les médias renforcent leurs sauvegardes hors ligne, les étudiants fragmentent leur réseau, les artistes déplacent leurs messages vers des formats discrets. Le pays avance sans crise ouverte, mais dans une vigilance latente. La stabilité est préservée en surface au prix d'une confiance qui ne se répare pas complètement.
Commençons par le scénario optimiste qui peut se résumer ainsi. Désescalade pragmatique. Ici, le coût économique et réputationnel du blackout pèse dans les arbitrages. Pour limiter l'isolement et rassurer les investisseurs, des garanties minimales apparaissent. Procédure plus transparente en cas de coupure. Dialogue technique avec des observatoires indépendants. Protection accrue des rédactions. Les jeunes obtiennent des victoires symboliques, non pas une transformation radicale, mais un changement d'atmosphère. Le débat public reste encadré, mais plus prévisible. La visibilité devient un terrain négocié plutôt qu'un levier brutal. Commençons par le scénario dur qui peut se résumer ainsi. Normalisation du silence. Dans la voie la plus risquée, les coupures deviennent un outil assumé de gestion des tensions. Les arrestations ciblées se multiplient, des figures étudiantes ou médiatiques s'effacent parfois par l'exil. Les réseaux se déplacent à l'étranger, archives hébergées hors du pays, témoignages diffusés par VPN, mémoire fragmentée. La société s'habitue progressivement à une parole intermittente. Le danger majeur n'est pas l'explosion, mais la fatigue. Accepter le silence comme prix de la paix. Face à ces trajectoires, une recommandation transversale s'impose. Penser la stabilité non comme absence de bruit, mais comme présence de confiance. Si l'État privilégie la lisibilité des règles, la proportionnalité des réponses et la traçabilité des décisions, alors la visibilité cesse d'être perçue comme une menace. À l'inverse, chaque geste opaque nourrit l'idée que le réseau peut se taire à tout moment. Dans un monde connecté, la confiance n'est pas un supplément moral, c'est une infrastructure aussi essentielle que les câbles eux-mêmes. La nuit du blackout tanzanien n'interpelle pas seulement ceux qui l'ont vécu directement. Elle résonne avec trois cercles de spectateurs, chacun révélant une facette différente de la fragilité numérique contemporaine. Ces groupes ne partagent ni le même niveau de risque ni les mêmes responsabilités, mais tous sont concernés par la normalisation possible du silence. Regardons maintenant le groupe A, les jeunes connectés. Pour les étudiants et les jeunes actifs, l'épisode agit comme un miroir brutal. Beaucoup découvrent que l'accès continu au réseau n'est pas un droit acquis, mais une permission révocable. La disparition soudaine des notifications, l'impossibilité de prévenir des proches ou de documenter un événement crée une anxiété diffuse. Ce sentiment ne se transforme pas toujours en mobilisation visible, mais en vigilance. On sauvegarde davantage, on diversifie les canaux, on apprend à contourner. La liberté numérique cesse d'être abstraite, elle devient conditionnelle. Regardons maintenant le groupe B, les professionnels de l'information. Journalistes, photographes, blogueurs et rédacteurs lisent la coupure comme un rappel sévère. La liberté d'informer dépend autant des lois que des infrastructures. Une carte de presse confisquée, un site inaccessible, une vidéo supprimée suffisent à rompre la chaîne du récit. La réaction est pragmatique. Copie hors ligne, hébergement à l'étranger, réseau de confiance. Le blackout renforce une conviction déjà ancrée. La résilience éditoriale est désormais une compétence essentielle. Regardons maintenant le groupe C, les observateurs éloignés. Pour ceux qui vivent dans ces éléments raccourcis dans des contextes plus stables, l'histoire pose une question inconfortable. Quel silence acceptons-nous sans les remarquer? Une vidéo qui disparaît, un site qui ralentit, une plateforme qui bug deviennent des signaux faibles souvent ignorés. Le risque n'est pas la coupure spectaculaire, mais l'accumulation de petites opacités normalisées. Ces trois cercles convergent vers une même idée. Le silence n'est jamais neutre, qu'il soit imposé, toléré ou invisible, il façonne la manière dont une société comprend sa propre liberté et la valeur qu'elle accorde à la visibilité publique. Sortir durablement de la séquence du blackout ne signifie pas promettre une transformation immédiate,
mais enchaîner des gestes concrets, mesurables et accessibles à des acteurs différents. Une feuille de route crédible s'organise en 4 mouvements complémentaires, chacun limitant un angle mort révélé par la coupure. Pour avancer, il faut d'abord documenter systématiquement, collecter, archiver, protéger, journaux techniques, copies hors ligne, liste d'incidents, témoignages oraux datés, conserver les faits réduit l'asymétrie de récit. L'archivage ne conteste pas l'autorité, il rend traçable ce qui sinon s'évapore. Cette première étape crée une mémoire résistante utile aux journalistes, aux juristes et aux citoyens. Pour avancer, il faut d'abord étendre les réseaux horizontaux, relier campus, quartiers, associations et rédactions. La circulation de contenus traduits, compressés et réinjectés dans d'autres contextes multiplie les points d'appui. Les réseaux horizontaux ne remplacent pas les institutions, ils amortissent les chocs. Dans cet espace, les prises de position d'Ibrahim Traoré sur la dignité et la souveraineté trouvent un écho non comme slogan, mais comme repère de langage partagé. Ensuite, il s'agit de convertir les déclarations en leviers juridiques. Les communiqués prudents d'organisations régionales ou internationales peuvent sembler faibles. Pourtant, ils ouvrent des fenêtres procédurales. Demande d'audit, recours constitutionnel, obligation de transparence sur les coupures. Chaque mot officiel, correctement saisi, devient un levier doux qui oblige à expliciter les règles et leurs limites. Pour avancer, il faut d'abord cultiver la résilience quotidienne. Former aux sauvegardes, diversifier les canaux, préparer des plans hors ligne, chansons, fresques, symboles discrets, cours improvisés sur la liberté numérique. Ces gestes minuscules entretiennent une culture de continuité. La résilience ne se décrète pas, elle se pratique. Ensemble, ces étapes déplacent la logique du face-à-face vers l'accumulation patiente. La lumière ne revient pas d'un seul geste, mais par la convergence de preuves, de liens et d'habitudes qui rendent le silence coûteux et visible. Quand la nuit tanzanienne s'éloigne, ce ne sont ni les communiqués ni les tableaux de chiffres qui restent en mémoire, mais des gestes minuscules. Aïcha rafraîchissant obstinément un écran figé, des chauffeurs de taxi klaxonnant pour transmettre des bribes d'informations, des vendeurs ambulants frappant des casseroles pour signaler des points de rassemblement. Ces scènes, fragiles et ordinaires, composent un fil émotionnel que la coupure n'a pas réussi à rompre. Elles disent plus sur la liberté que n'importe quel discours officiel. Dans d'autres villes d'Afrique, des étudiants reconnaissent ces images comme familières. La flamme posée sur les marches d'un campus photographié puis partagée avant d'être effacée devient un symbole mobile. Elle circule de téléphone en téléphone, de clé USB en clé USB, rappelant que la visibilité peut survivre hors des canaux prévus. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque cette dignité qui ne dépend ni d'un réseau stable ni d'une autorisation formelle, mais d'une capacité collective à refuser l'effacement. La force de ce rappel tient à sa simplicité. Peu importe la durée d'un blackout, la lumière revient toujours par des mains anonymes. Une société peut être plongée dans le silence numérique, mais elle conserve des réflexes humains. Raconter, transmettre, se souvenir. C'est dans ces réflexes que réside la véritable continuité, celle que même les coupures les plus maîtrisées peinent à contenir. Raconter cette histoire n'a jamais eu pour but de dicter une conclusion unique ni d'imposer une posture militante. Elle invite plutôt à ouvrir un espace de réflexion personnelle, là où chacun peut interroger les silences qu'il accepte au quotidien. Une vidéo qui disparaît sans explication, une notification qui n'arrive plus, un site qui se fige, ces détails paraissent anodins, mais ils dessinent une architecture du visible que l'on remarque souvent trop tard. Dans chaque ville, chaque campus, chaque rédaction, il existe pourtant des gestes simples capables de maintenir la circulation des voix.
Soutenir un média indépendant, vérifier et partager une information fiable, aider un proche à comprendre les outils hors ligne, traduire un message pour qu'il voyage plus loin. Ces actions n'exigent ni héroïsme ni confrontation directe. Elles construisent patiemment une résistance douce au silence normalisé. La question finale dépasse la Tanzanie et les 7 minutes de blackout. Elle s'adresse à chacun. Face à une infrastructure fragile et à des décisions souvent opaques, qu'est-ce que vous choisissez de rendre visible et qu'êtes-vous prêt à laisser s'éteindre sans y prêter attention?